Donc la Maison de la Médecine et de la Culture, et je suis très heureux d'accueillir le docteur Cécile Bourg, qui est radiologue et présidente de l'association Cancer Rose, à l'occasion de la parution de son ouvrage Mamo ou pas Mamo, aux éditions Thierry Souka, qui est sorti en août de cette année. En fait, nous avions déjà reçu l'association Cancer Rose en 2018, en octobre 2018, en fait. On avait fait un ciné-débat à partir du film Cléo de 5 à 7, en fait, d'Agnès Varda, qui est le cheminement dans Paris d'une femme à qui on vient de faire une biopsie pour une tumeur et qui attend angoissée les résultats de sa biopsie. Donc, le film se passait entre 5 et 7. Voilà. Et on essaye de réaliser de l'enseignement en santé à partir des œuvres d'art. Et là, donc, on avait choisi ce film pour évoquer cette période de stress entre la biopsie et ses résultats et dont on parle assez rarement. En fait, c'est la parution de cet ouvrage cet été qui nous a donné l'idée de demander à Cécile Bourg de réaliser ce webinaire interactif. On veut vraiment que ça soit interactif, c'est-à-dire, vous allez voir, on propose des ateliers où on demande votre participation à chaque fois. Et puis nous, l'idéal, c'est que les prochaines séances soient co-organisées avec les personnes présentes à chaque séance. On est très attaché à ce qui s'appelle la responsabilité sociale, c'est-à-dire que tout médecin qui intervient pour donner de l'enseignement doit déclarer ses liens d'intérêt. Et donc là, je fais une déclaration de l'absence de lien d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. Alors, quels sont les objectifs de la série de webinaires ? Alors, on voudrait montrer qu'il existe un vrai débat scientifique contradictoire autour de la mammographie de dépistage, qu'il existe des bénéfices possibles, mais aussi des effets nocifs certains qui sont rarement présentés. L'objectif est aussi que chaque citoyenne puisse choisir de façon libre et éclairée d'effectuer ou pas une mammographie de dépistage entre 50 et 74 ans. Et ça, c'est relatif à la loi Kouchner de 2002. C'est un droit du patient. Là, c'est nous qui avons choisi pour la première séance la thématique de la fausse alerte, dans cette idée de ce qui surprend assez souvent, de montrer que le dépistage par mammographie peut avoir des effets nocifs. Et là, on va focaliser sur la fausse alerte. Qu'est-ce que c'est que la fausse alerte ? En fait, la fausse alerte, c'est la réponse à la question de quand une mammographie de dépistage est positive, qu'elle montre une image de tumeur, eh bien, quel est le risque pour cette image d'être réellement un cancer ? Donc, la séance d'aujourd'hui sera divisée en 3 parties. Une première partie avec un atelier quiz à partir de la bande dessinée Dr G, donc, qui a été écrite par 2 médecins italiens, Luana Caselli et Luca Iaboli, dont on a mis les coordonnées dans la communication. Donc, cet atelier sera animé par Luigi Flora et Cécile Bourg. Puis ensuite, un atelier narratif qui sera animé par Pascal Delquier et moi-même. Et enfin, un questionnaire final qui sera animé par Luigi et Cécile pour nous indiquer ce que vous avez retenu de la séance et puis les questions que vous voudriez traiter à la séance suivante. Voilà. Luigi, donc, tu as la parole si tu veux te présenter avant de lancer l'animation. Je suis Luigi Flora, je suis un patient, un malade chronique depuis longtemps et je suis membre de la Maison de la Médecine et de la Culture, entre autres. Hein, et voilà, quoi, je suis un patient qui a développé pas mal de choses dans les systèmes de santé en France et à l'étranger. Voilà le film Dr G jusqu'à 2 minutes 44.
Tu peux lire les 4 questions et, avant d'envoyer le Framadec. Est-ce que vous avez eu le temps de lire? Donc, je vais vous envoyer dans la zone texte un lien sur lequel vous allez cliquer et vous faire apparaître en fait de quoi il s'agit sur l'écran. Il s'agit exactement de cette page-là où vous retrouvez en fait de manière interactive ce qu'il y avait à la fin de la séquence de la BD animée. Donc, vous cliquez sur le lien, cette page-là va apparaître sur un navigateur et vous cliquez sur la question qui vous paraît la plus plausible, plus véridique, et puis vous soumettez. Et j'aurai les résultats assez rapidement là, et je pourrai en fait, on pourra échanger à partir de ça. Voilà nos résultats. Ah oui, d'accord. Alors. Donc, on a en fait une majorité de personnes qui ont répondu mammographie positive, 9 ont un cancer du sein. 28% des personnes qui ont répondu, la probabilité qu'elle ait un cancer est de 81%. Et on a après 2 réponses qui sont à peu près de même niveau. Parmi ces 10 femmes avec une mammographie positive, une a un cancer du sein et la probabilité qu'elle ait un cancer du sein est de 1%. On peut peut-être passer le film jusqu'au bout.
Alors, donc, je suis Cécile Bourg, donc, l'autrice du livre Mamo ou pas Mamo. Alors, merci beaucoup pour l'invitation et merci de votre écoute. Donc, je n'ai pas de lien d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique ou de l'imagerie médicale. Alors, donc, on parle de la fausse alerte ou faux positif. Donc, on va tout d'abord commencer par la définition. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, donc, ce qui est inscrit à l'écran, donc c'est la découverte à la mammographie d'une image qui ferait suspecter le radiologue d'être en face d'un authentique cancer. Mais dans le doute, on fait encore d'autres clichés de mammographie, parfois délocalisés, désagrandis. Parfois, pour bien préciser l'image, il faut faire d'autres examens complémentaires comme une échographie ou une imagerie par IRM et parfois même un prélèvement qu'on appelle une biopsie. Et à la suite de tous ces examens, on se rend compte que ce n'est pas un cancer. Donc, c'est la suspicion d'un cancer qui est infirmée par la réalisation d'autres examens complémentaires, mais dont les résultats parfois se font attendre. Parfois, la patiente est amenée à attendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines, ça dépend un petit peu des régions dans lesquelles elle réside, donc peut attendre parfois plusieurs semaines pour avoir le résultat définitif. Cette attente est vraiment inductrice d'un stress important, souvent qu'on sous-estime. Et moi, je trouve que souvent, ça marque quand même les patientes assez souvent, parce que lorsqu'elles reviennent 2 ans plus tard pour refaire leur mammographie de dépistage, il y a quand même cette angoisse qui les a marquées, dont elles se souviennent. Donc, la suspicion de cancer est ainsi infirmée. Alors voilà une petite caricature pour illustrer ce que c'est. On a l'impression que c'est une réelle menace. Et après plusieurs examens, on se rend compte qu'effectivement, la menace est écartée. Ce n'était pas un cancer, c'était ou rien, ou une lésion bénigne de type kyste ou fibroadénome. Et donc, on peut se poser, on peut se calmer. Diapositive suivante. Alors, la fausse alerte fait partie des risques et des inconvénients du dépistage mammographique. En gros, ils sont au nombre de 3, et donc ça fera l'objet de séances ultérieures. Donc, c'est la fausse alerte dont nous parlons, le surdiagnostic et l'irradiation. Alors, pour mesurer, pour avoir une idée de l'ampleur des faux positifs, des chercheurs indépendants ont entrepris d'en estimer le nombre. Alors, quand on vous donne, vous avez vu tout à l'heure comment la présentation en pourcentage pose problème. Parce que les pourcentages, on a du mal à les interpréter, on a du mal à se figurer ce que ça représente exactement en vraie vie. Quand on vous dit 10% ou 20%, on a toujours l'impression que 20%, par exemple, ça veut dire 20 femmes sur 100, ou 10%, ça veut dire 10 femmes sur 100. Et souvent, donc, on interprète mal ce que ça veut dire exactement. Donc, ces chercheurs-là se sont dit, on va projeter ces données en pourcentage, on va plutôt les projeter sur des populations fictives en vraie vie, pour avoir une idée du nombre absolu, ce que ça peut représenter. Donc, pour cela, ils ont fait ce qu'on appelle une méta-analyse, c'est-à-dire qu'ils ont mouliné un petit peu tous les résultats de toutes les études sur le dépistage qui avaient été entreprises depuis les années 70. Donc, ça représentait au total, quand on prend toutes les études, 600 000 femmes qui ont été suivies, certaines dépistées, certaines non dépistées. Donc, on regarde ce qu'il se passe pour les femmes dépistées et les femmes non dépistées sur 2 populations fictives de 2000 femmes sans dépistage et de 2000 femmes avec dépistage, le tout sur un suivi de 10 années. Et on se rend compte, donc là, c'est reproduit par un pictogramme, c'est-à-dire un visuel, ce qu'on appelle aussi un visuel à point, et c'est ça qui doit servir de base informative pour les femmes, parce que c'est quelque chose de très visuel et de très intuitif à comprendre. Donc vous voyez, chez les femmes sans dépistage, vous n'avez pas du tout ce problème de la fausse alerte, et chez les femmes avec dépistage, et bien voilà, les petits points bleus représentent ces fausses alertes. Et sur 2000 femmes qui sont suivies par dépistage sur 10 années, vous avez au moins 200 fausses alertes. C'est-à-dire 200 femmes sur ces 2000 qui vont être faussement alertées et qui vont nécessiter des explorations complémentaires de façon inutile. Diapo suivante.
Alors ça, c'est l'évaluation de la collaboration Cochrane. La Cochrane, ce sont des chercheurs indépendantes nordiques qui ont fait ce travail de méta-analyse, mais après, il y en a eu d'autres. Il y a eu des méta-analyses d'auteurs canadiens, américains, enfin, il y en a eu beaucoup. Et il y a eu aussi celle française de la revue indépendante Prescrire. Et certaines de ces analyses sont beaucoup moins optimistes. Par exemple, Prescrire dit que pour 1000 femmes qui sont dépistées sur un laps de temps de 20 ans, eh bien 1000 connaîtront l'expérience d'une fausse alerte, parce que parfois, ça survient plusieurs fois chez une femme dans son parcours de dépisté. Alors, ce phénomène est majoré par la double lecture. Vous savez que le dépistage, donc la femme vient au cabinet de radiologie, il y a le premier dépisteur qui fait ce qu'on appelle la première lecture, et ensuite le dossier de la patiente avec les clichés mammographiques sont envoyés dans un centre départemental où ils vont être revus par un deuxième radiologue qui est indépendant, qui vient d'un autre cabinet. Et le problème des dépisteurs, et surtout du deuxième dépisteur, c'est qu'il n'a pas la patiente devant lui. Il ne peut pas l'interroger, il ne peut pas refaire des examens, il ne peut pas la reprendre pour faire des examens, des mammographies ciblées ou des clichés compressés ou agrandis, il ne peut pas lui faire une échographie. Donc, la plupart du temps, la double lecture majore le phénomène de la fausse alerte, tout simplement parce que quand on est deuxième lecteur, je l'ai été, on est souvent un petit peu stressé par le fait de rien laisser passer. Et donc, souvent, on a tendance à majorer des images dont on pourrait se dire que c'est rien, que c'est juste un petit kyste ou un petit ganglion, mais dans le doute, si vous voulez, on upgrade nous-mêmes notre suspicion, et souvent c'est des dossiers qu'on retoque, et donc ces dames sont reconvoquées parfois donc 2 ou 3 semaines après, et on leur téléphone à la maison ou elles reçoivent un courrier à la maison, et c'est franchement vraiment flippant. J'ai jamais vu une femme revenir au cabinet de façon très détendue. Donc la double lecture majore ça. Et c'est majoré si on commence les dépistages. Alors, ce n'est pas le cas chez nous en France. En France, on commence à 50 ans. Mais dans certains pays, alors aux États-Unis, je sais que parfois, ils commencent à 40 ans. Et il y a eu des recommandations. Certains sont velléitaires de recommander le dépistage avant. Et on sait que ce n'est pas une bonne idée, parce que chez les femmes plus jeunes, donc avant 50 ans, la glande est extrêmement dense, c'est des seins qui se modifient beaucoup sous l'influence hormonale, c'est des femmes qui ne sont pas encore ménopausées, donc le sein bouge, il y a de temps en temps des petits kystes qui se remanient, et du coup, si on fait des dépistages de façon intense dans ces tranches d'âge-là, eh bien, on a tendance forcément un jour ou l'autre à voir une petite image qui va retenir l'attention de façon abusive. Et on estime donc que le dépistage, si on le faisait avant 40 ans, donc dans des tranches d'âge jeunes, eh bien cela amènerait à réaliser une biopsie chez une femme sur 20, donc 5 fois plus que chez les femmes plus âgées. Voilà. Donc, il faut bien comprendre que ça a vraiment un retentissement physique et psychologique. Ce n'est pas du tout anodin. Alors, donc, on a vu donc, la présentation du Dr G. Donc, ici, une diapo pour vous montrer que d'une manière générale, les bénéfices du dépistage mammographique qui sont mis en avant dans les médias, par le corps médical aussi, conduisent à une perception très enjolivée de l'efficacité du dépistage par les femmes elles-mêmes, qui souvent ne sont pas informées des désagréments et des risques, et qui souvent prêtent au dépistage un bénéfice en termes de gain de mortalité beaucoup plus important que ce qu'il n'est réellement. Donc là, il y a une présentation qui est issue d'une étude aussi par des auteurs italiens qui ont mesuré, qui ont interrogé des milliers de femmes et qui les ont interrogées pour connaître comment elles percevaient l'effet de la mammographie de dépistage. Et donc là, c'est sur la mortalité. Alors, je pense que c'est un paramètre dont on parlera dans une séance ultérieure, mais simplement pour vous montrer à quel point, quand on présente en pourcentage, comment on peut vraiment se planter. Là, ici, la perception donc, des femmes avec dépistage, elles ont l'impression que donc 80 femmes mourraient du cancer du sein, alors que sans dépistage, ça serait doublé, ça serait beaucoup plus. Et en fait, en réalité, quand on regarde en vraie vie ce qu'il se passe, eh bien, avec dépistage, 4 femmes meurent du cancer du sein, sans dépistage, 5. Donc, vous voyez que le passage de 4 femmes, enfin de 5
à 4, ça fait effectivement 20% de réduction de mortalité, comme on vous le dit dans les médias, mais en vraie vie, ça ne représente qu'une seule femme qui serait sauvée par le dépistage mammographique. Donc, vous voyez, ça, alors là, c'est un peu prématuré, c'est sur la mortalité, mais c'est juste pour vous montrer à quel point la présentation en pourcentage enjolive les choses, fausse la perception et ne correspond pas du tout à la vraie vie. Donc, il faut vraiment beaucoup se méfier. Il faut surtout revendiquer à ce que les femmes connaissent bien, qu'elles soient informées des effets indésirables du dépistage pour qu'elles puissent faire ce qu'on appelle une balance bénéfice-risque. En face des bénéfices, eh bien, il y a des risques, dont fait partie la fausse alerte. Alors, merci. J'ai noté des petites questions ou commentaires. Le tableau qui permet de mieux visualiser le bénéfice là, avec les petits points, c'est un tableau que je connais et qui est intéressant et d'ailleurs que j'ai vu aussi utilisé dans d'autres circonstances pour le Covid. On l'a vu passer aussi pour les vaccins. Je me demandais si cette présentation avait été évaluée en termes de compréhension par les patients et les patientes. Est-ce qu'il y a des études? Parce que même s'il apparaît plus simple que des pourcentages, je ne suis pas sûre que ce soit très facile à comprendre par tout le monde. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des études directement qui ont évalué précisément la compréhension du tableau Cochrane, mais il y a eu plusieurs études qui ont évalué le retentissement d'une population de femmes informées sur le comportement par rapport au dépistage. Et ça, il y a des études dont je peux vous donner les références si ça intéresse quelqu'un, mais on s'est rendu compte que plus les femmes étaient informées et moins elles participaient au dépistage. Donc la participation comme ça, tout feu, tout flamme, diminue très largement si on a affaire à des femmes informées qui peuvent peser le pour et le contre. Et là, on se rend compte qu'effectivement, la participation chute. Elles sont moins enclines à participer à un dépistage dès lors qu'elles en connaissent les risques. Donc j'imagine que oui, elles comprennent ces tableaux. Alors de façon empirique, moi je l'ai testé tout bêtement sur des gens, sur des vraies femmes, et je trouve que c'est facile à comprendre, mais même si la patiente, si une de vos patients ne le comprend pas directement, le médecin est là pour expliquer. C'est toujours plus facile que de sortir des statistiques. C'est des couleurs, c'est des petits points, on voit tout de suite. Moi, je trouve ces tableaux sont quand même parlants parce qu'en général, les femmes, elles comprennent intuitivement deux choses. Quand on compare le groupe des femmes non dépistées d'un côté et les femmes dépistées de l'autre côté, visuellement, il y a deux choses qui vous sautent complètement aux yeux. C'est que d'une part, pour la très grande majorité des femmes, le dépistage ne fait rien, ni bien ni mal, hein, ce sont les petits points gris. Et la deuxième chose qui vous saute aux yeux, c'est que chez les femmes dépistées, il se passe quand même beaucoup de trucs. C'est-à-dire, on voit bien qu'il y a des petits points rouges et des petits points bleus et un petit point noir. Donc, on voit bien qu'intuitivement, si je ne fais pas de dépistage, la différence de mortalité, le gain de mortalité, je ne risque pas grand-chose. En revanche, j'ai quand même une bonne probabilité de connaître toute une liste de petites choses qui ne sont pas dans le tableau des non-dépistés, à savoir le surdiagnostic, la fausse alerte et l'éventuel décès imputable à un traitement qui n'aurait pas dû être administré. Donc ça, même si les femmes ne comprennent pas tout à fait bien l'ampleur des choses, ces deux choses-là, en général, elles sortent. Souvent, elles disent pour la majorité, finalement, il ne se passe pas grand-chose. Et pour le groupe des femmes dépistées, il y a quand même plusieurs loups dans le bois. Hein. En gros, visuellement, ça permet quand même de se faire cette réflexion-là quand même. Je trouve que ce sont des visuels qui peuvent être donnés par les médecins généralistes ou les gynécos ou les sages-femmes et puis qui peut prêter à discussion avec la patiente, qui peut être justement le lien pour expliquer les tenants et les aboutissants à une patiente. Même si ce n'est pas intuitif, la patiente, ça lui permet de poser des questions. Alors que si on lui dit rien, si on lui dit juste maintenant vous faites le dépistage, voilà, c'est comme ça, c'est parce que ça se fait. Si on délivre aucune information, c'est sûr, elle va pas poser de questions. Mais ces visuels permettent de faire un lien constructif et d'aboutir à un choix éclairé au bout de la consultation pour la patiente. Jean Dubowetsky, donc, qui est relecteur Prescrire, nous a indiqué que c'était le meilleur outil de décision partagée. Donc, il avait été beaucoup utilisé aussi pour la prostate.
Et donc, je pense qu'il doit avoir des références pour répondre à Gaël, et donc je vais lui poser la question. Voilà. Il a vraiment étudié cet outil par rapport aux autres outils, en fait. Ouais, c'est une bonne idée. Alors du coup, juste, je voulais ajouter, je ne me suis pas présentée, donc je suis Gaëlle Kalamzuk, je suis médecin généraliste. Et voilà, juste pour dire aussi la petite anecdote, ce tableau, moi je l'ai imprimé et je l'ai affiché, mais non pas tant pour les patients, mais pour mes collègues, Ah. voilà, dans notre salle de réunion. Et est-ce que vous avez eu des patientes qui vous ont interpellé sur ce visuel? Alors, j'ai pas eu l'occasion de l'utiliser, mais là, ça me motive, ouais, à le Voilà. tester effectivement en consultation, ouais. Oui, c'est compliqué. Cette discussion, je la trouve, pour l'instant, oui, je trouve compliqué d'introduire un peu de nuance en fait dans tout voilà, ce- cette injonction. Ouais. Mais c'est fréquent, hein, l'innumérisme statistique. Je pense qu'on a tous été confrontés à ça, hein. Je veux dire, je suis radiologue et moi j'ai mis un temps fou, hein, avant de comprendre vraiment tous ces trucs-là, hein, parce que je ne sais pas, peut-être que les statistiques ou l'épidémiologie en général n'est pas très bien enseignée, mais moi je balaye devant ma porte, hein, j'ai mis un temps fou à comprendre ces trucs-là, hein. J'avoue que c'était pas du tout. Moi j'aurais pas trouvé la réponse, là je la savais évidemment, hein, mais j'aurais pas trouvé la bonne réponse tout de suite, hein, clairement pas, hein. Clairement pas, c'est très trompeur, hein. Là, si on comprend bien, c'est trois personnes qui ont donné la réponse juste sur 19, je crois. C'est bien, hein. Mais ce serait intéressant de parler de ça. Enfin, je ne sais pas s'il y a des personnes qui veulent commenter leurs résultats ou juste ou faux. Je crois que Cécile, tu nous as dit que même toi, tu voulais vraiment revérifier, réétudier, parce que c'était vraiment complexe à comprendre en fait. Oui, oui, c'est C'est contre-intuitif en fait. Voilà, tout à fait. Ça me rappelle aussi souvent le risque absolu d'avoir un cancer du sein. Souvent, vous voyez dans les médias, c'est une femme sur 8. Partout, vous voyez, une femme sur 8 a un risque de connaître un cancer du sein dans sa vie. Oui, c'est ça, un risque de 1 sur 8, hein, c'est comme ça que c'est. Une femme sur 8 aura un cancer du sein. Hein, c'est ça que vous lisez dans les slogans. En fait, là aussi, il faut bien comprendre ce que ça signifie. C'est un risque dans une population fictive qui a été calculée sur une population de 2012 en fonction des risques qu'on observait à l'époque en 2012. Et donc, ce que ça veut dire, si on suit 100 femmes de la naissance à 100 ans et plus, on s'attend à 13 cancers du sein, donc en fonction des risques observés de 2013. Donc, soit une femme sur 8. Mais là aussi, c'est une présentation qui est abusive et fallacieuse et illusoire, parce que pour une femme donnée, elle s'en fiche quel est le risque théorique cumulé sur sa vie entière et sur 100 ans de vie d'avoir un cancer du sein. C'est absolument inintéressant. Pourquoi on dit ce genre de choses? Pour une femme donnée, ce qui est pertinent, c'est celui du risque prévisible en fonction de son âge, de sa tranche d'âge. Donc, au minimum, il faut prendre l'âge de la femme en compte et choisir un horizon raisonnable. Par exemple, pour un suivi de 20 ans, le risque de cancer du sein pour une femme à 40 ans est de 4%, pour une femme de 50 ans de 5%, et pour une femme de 60 ans, il est de 6%. Alors prenons un risque pour une femme de 60 ans, 6%, et ben, cela équivaut à un risque 2 fois inférieur à celui qui a été avancé, puisque 1 sur 8, ça équivaut à 12,5%. Vous voyez, c'est déjà plus pareil. Alors qu'en réalité, dans la vie réelle, pour une vraie femme, sur 20 ans, ce n'est que 6% d'avoir un risque absolu de connaître un cancer du sein. Donc c'est pour ça c'est pour ça que nous, on fustige un petit peu ces slogans qui sont des prêts-à-penser, mais qui ne correspondent pas à la vraie vie et qui entraînent chez les femmes, et chez les médecins aussi, chez tout le monde, des perceptions qui sont erronées et qui sont surtout angoissantes, qui sont vraiment inquiétantes et qu'on rabâche. C'est des mantras qui vont être rabâchés tous les octobres roses. Et comme dit Gaëlle, elle a tout à fait raison, on a un mal de chien à trouver de la nuance. C'est le problème, hein, pour parler là-dedans, dans ce rouleau compresseur d'octobre, on a vraiment du mal
à trouver un petit créneau de parole pour expliquer. Vous voyez, pour vous expliquer tout ça, j'ai besoin déjà là, de 5 minutes pour vous expliquer pourquoi une femme sur 8, c'est faux. Mais les slogans qui sont donnés lors d'Octobre Rose, c'est très simpliste. Hein, une femme sur 8. Voilà, on n'a pas besoin d'explications. Donc je trouve que Gaëlle a raison quand elle dit, quand on est en tant que médecin généraliste en consultation et avec une femme, moi je comprends la difficulté des médecins. Vous avez la salle d'attente qui déborde et il faut commencer à expliquer ces subtilités. C'est pas simple du tout. Et on vous aide pas, hein, les médecins là. On vous aide pas beaucoup. Dans la bande dessinée du docteur G, en fait, je crois qu'il a été questionné à des gynécologues. Il a été demandé aux gynécologues le même questionnaire que celui qui vous avait été soumis sur une salle de 160 gynécologues. Et donc, nous étions à 14% là, et les gynécologues, ils étaient à 20% de réponses justes. Voilà, c'est quand même intéressant de savoir ça. Ben oui. C'est-à-dire que les gynécologues ont autant peur que les femmes quand ils voient une image, alors que c'est pas juste. Moi, j'ai une question. Cette statistique, elle marche peu importe le classement ACR. Je veux dire, on a le même risque de faux positifs qu'on soit ACR6 ou ACR4, par exemple. Alors, la classification ACR, c'est à la fin du compte-rendu. Si j'ai bien compris la question, un faux positif peut suivre effectivement une classification ACR3 de surveillance ou une classification ACR4 où le radiologue pense qu'il faut aller à la biopsie. Mais parfois, le faux positif, il est déjà posé lors de la mammographie, lors de la consultation. C'est-à-dire que le radiologue a fait la mammographie, les 4 incidences de base, et il voit une image et il fait le bilan immédiat. Il le fait tout de suite. Il fait tout de suite le cliché centré, l'échographie. Parfois, ça ne va pas jusqu'à la biopsie. Parfois, une fois qu'il a fait le cliché centré et l'échographie, il se dit « Ah bah oui, bon, c'est rien, c'est un kyste atypique » et il peut redresser tout de suite la fausse alerte. Mais parfois, le doute persiste, il veut un IRM, il veut une biopsie, et là, s'il veut une biopsie, dès lors qu'on veut faire un geste invasif, on est obligé, nous, radiologues, de classer en ACR4. La classification ACR4 va conditionner effectivement le geste biopsique. Et c'est après qu'on reclasse en disant, ben, voilà, c'était une fausse alerte, nous reclassons en ACR2, puisque c'était juste une métaplasie ou un fibrome ou autre chose. Je ne sais pas si je réponds à la question. Oui, tout à fait. C'est ça que je voulais savoir. D'accord. On a un commentaire là. Oui, si tu veux répondre aux commentaires. Alors, je suis interne en médecine générale. Il est intéressant d'aborder les choses sous cet angle. Je n'avais jusqu'alors jamais songé au risque de fausse alerte et à son retentissement. Habituellement, nous prescrivons le couplage mammographie-échographie. Qu'en pensez-vous en termes de fausse alerte ? Oui, alors en général, vous prescrivez effectivement mammo-écho. Après, le radiologue, il choisit, donc soit il fait juste la mammographie parce que le sein n'est pas très dense et la mammo suffit, et soit le sein est très dense, on fait l'échographie, ou alors on a effectivement donc une image ronde qui nous pose problème et on fait l'échographie. Alors ça répond effectivement à ce que je disais tout à l'heure, parfois on redresse le tir effectivement tout de suite lors de l'examen immédiat. Hein, c'est le bilan diagnostique immédiat. À ce moment-là, parfois, ça permet effectivement de redresser tout de suite et de se dire « Ah ben non, l'image finalement, ça a l'air nodulaire et puis finalement, c'est qu'un kyste. » Donc, quand vous, en tant que prescripteur, vous pouvez marquer juste bilan scénologique pour votre patiente. Et le radiologue, il fait ça. Il fait soit elle est trop jeune, il fera qu'une échographie, soit c'est une dame d'un certain âge, il fera la mammographie, soit vous avez palpé quelque chose et à ce moment-là, vous demandez bilan scénologique pour votre doute clinique. Et à ce moment-là, le radiologue avise s'il fait la mammo, s'il fait que l'écho, s'il fait les deux, etc. Mais l'échographie permet souvent, en bilan diagnostique immédiat, souvent de redresser effectivement des inquiétudes mammographiques, oui.
Cécile, tu es remerciée pour ta réponse. Oh ben, pas de quoi. Je suis là pour ça. Ils sont gentils. Ah oui, merci. Oui, alors j'ai mis un lien là, un petit lien sur notre site. C'est une étude qui est sortie, qui est intéressante. Donc une étude de 2016, ça peut répondre peut-être partiellement. Une étude française de 2016 a prouvé que lorsqu'on donne aux femmes une information un peu plus objective sur le dépistage du cancer du sein par mammographie, elles s'y soumettent moins. Donc voilà, hein, peut-être ça répond à la question qui avait été posée. Parce que l'information permet une autonomisation des femmes en matière de prise de décision. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une bonne idée, Jean-Michel, de demander à Jean, hein, qui est rédacteur Prescrire et qui a effectivement une source. Oui, j'avais aussi entendu Dominique Dupagne, donc, qui est médecin généraliste et qui a un site d'information aussi qui s'appelle atoute.org, en fait, qui avait participé, je pense, avec toi aussi à la concertation citoyenne de 2016. Et il avait noté la stupéfaction des femmes citoyennes qui avaient participé à cette concertation citoyenne d'apprendre autant de choses que jamais personne ne leur avait dit, en fait. Clairement. Hein. Bon, alors j'avais animé deux tables rondes, enfin avec d'autres, co-animé deux tables rondes, une aux professionnels de santé qui était extrêmement houleuse à la fin. Parce que les médecins généralistes nous disaient mais bon, maintenant on est démunis, qu'est-ce qu'on fait, on a des messages des autorités sanitaires, vous nous en donnez d'autres. Et la deuxième table ronde, c'était effectivement les citoyennes. Et donc après, on avait un peu discuté. Et puis il y en avait une qui m'avait dit mais vous nous avez secoué, on sait pas ça, on n'a jamais eu ce genre d'informations. C'est là où est le scandale, hein, j'ai envie de dire. Le problème, c'est que la concertation citoyenne a débouché sur une demande des citoyennes d'une information plus neutre et plus objective et plus balancée. Ça a été demandé. Le résultat, elle n'est toujours pas là. Hein. C'est toujours une information à sens unique qui est peut-être moins incitative de nos jours qu'il y a quelques dizaines d'années, avec un peu moins de slogans, j'en sais rien. Mais enfin, on ne peut pas dire que les demandes citoyennes aient été complètement entendues. Hein. C'est-à-dire une information libre et éclairée telle que c'est dans les codes de déontologie et dans la loi? Oui, c'est ça, oui, c'est tout à fait. Hein. C'est le devoir du médecin. Hein. C'est les piliers de notre exercice médical. C'est effectivement, primo non nocere, d'abord ne pas nuire, et deuxièmement, c'est dans la loi, c'est inscrit dans la loi de santé publique qu'on est censé donner au malade toute l'information pour qu'il décide de lui. Ça fait partie de l'EBM, hein, l'Evidence-Based Medicine. Hein. D'un côté, il y a les évidences scientifiques, les preuves scientifiques. Le deuxième pilier de l'EBM, c'est l'expérience du médecin. Et le troisième pilier, c'est le choix du malade. Donc, pour que le choix du malade intervienne réellement de façon concrète, il faut que ce choix puisse se faire en fonction d'une information. Ça c'est vraiment notre devoir. Moi, ça me révolte. Hein. C'est-à-dire que là, en ce moment, ce qu'on fait, de ne pas informer les femmes, je trouve, moi, que c'est du charlatanisme médical, le charlatanisme d'État qu'on fait. Et je trouve prendre les gens pour des imbéciles, en médecine, moi, ça me hérisse le poil, ça m'énerve. Je ne peux pas le supporter. Vraiment, c'est épidermique. Je trouve qu'on prend les gens pour des imbéciles et surtout les femmes en leur disant pas des choses qui sont quand même importantes à savoir. Ça a un tel impact après sur leur vie. C'est quand même incroyable qu'on n'arrive pas en 2021 à obtenir ça, quoi. C'est fou, hein. Quand même pas compliqué. Bon, j'arrête de m'énerver. Alors,
Merci Cécile. On va faire une sorte de pause en passant à l'atelier suivant, qui est un atelier narratif. Et avant de vous demander vos éventuelles contributions, on a demandé à Pascal de nous faire un témoignage. Enfin, elle a eu envie de partager un témoignage et donc on va lui laisser la parole. Si tu veux te présenter, Pascal. Oui, bonsoir tout le monde. J'étais élève au diplôme d'art du soin en partenariat avec le patient l'an dernier. Je suis radiologue, pas du tout spécialisée en mammographie. Je ne pratique pas la mammographie, mais voilà. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé, 100% vrai. J'ai fait un petit écrit. Le dépistage, c'était un rituel. Un peu stressant, certes, mais j'avais trouvé le truc. Comme on doit tout y passer, autant le vivre en convivialité, en tir groupé. Donc, tous les 2 ans, comme pour les covoiturages scolaires des enfants du quartier, dans la voiture van familiale, mes copines, pour se rendre au dépistage, investies de la mission de les chaperonner, avec la bonne conscience de les protéger de l'oubli de ces précieux rendez-vous si décisifs. J'étais la plus jeune, du métier, très sensibilisée, élève appliquée, régurgitant tous les préceptes bien inculqués. J'avais débuté mon dépistage dès 40 ans. Dans les salles d'attente, on nous rabattait le caquet quand on discutait ou on riait trop bruyamment, pendant que l'une d'entre nous souffrait aux presses mamelles. Mais un jour, j'avais 48 ans, en complément de la mammographie qui ne voyait décidément jamais rien dans mes seins très denses, l'échographie retrouva un très joli nodule ultra brillant, scintillant de 1000 flux à l'échodoplaire, hypervascularisé comme ils disent. Ce nodule très profond était impalpable, inaperçu à l'examen clinique. Évidemment, j'avais plombé l'ambiance en revenant en salle d'attente. La mine déconfite, plus de remontrances de la secrétaire d'accueil pour faire taire les copines, car elle ne riait plus du tout. La sensibilité d'être biopsiée sur le champ, et hop, 3 prélèvements, avec un gros hématome du sein à la clé, car la lésion était hypervascularisée. Le sein douloureux et gros comme une aubergine, je n'ai pas pu conduire au retour, ni les jours suivants, mais ce désagrément n'était rien comparé au stress des 15 jours à venir. L'attente des résultats de la biopsie m'avait plongée dans une transe négative. J'étais sidérée. Je recevais brutalement des informations de danger réel, me plongeant dans l'émotion de peur. L'intense tension physique et mentale me figeait dans une immobilité, une impossibilité de prendre du recul, de lutter contre la peur. Tout raisonnement était paralysé dans ma conscience. La douleur omniprésente, mon cœur battait, l'angoisse et la tension musculaire suaient un vécu devenu si affligeant que seul le sommeil profond m'éloignait momentanément de cette spirale douloureuse. Mon attention volontaire s'était focalisée et fixée sur la peur du cancer. Je me voyais déjà un sein à moins, les rayons, la chimio. Je commençais à reluquer les perruques et les périphéries. Mais ce qui m'effrayait bien plus, c'était de laisser en chemin mon mari seul avec nos 4 enfants. J'ai donc souscrit illico à une assurance très onéreuse. Aucun problème de délai de rendez-vous pour cette affaire financière conclue avant les résultats de la biopsie. Vous téléphonez, on vous envoie quasi instantanément à domicile un agent tout pimpant à qui vous graissez la patte en signant sur le champ un contrat juteux. Je ne me suis pas sentie coupable quand j'ai répondu avec un aplomb éhonté à la question « Avez-vous un problème de santé, madame ?» Mais non, point du tout. Que ne ferait pas une mère louve pour protéger ses loupiaux? Puis, les résultats de la biopsie s'avérèrent non franchement péjoratifs, mais ne tranchaient pas vraiment. Tumeur bénigne, mais à caractère floride, à surveiller. Bref, c'était rassurant, mais qu'à moitié, il fallait surveiller. Contrôle tous les 6 mois, puis annuel. Ne respirez pas, respirez. Et un cliché de plus, de ci, de là, sur mon pauvre sein asymptomatique qui n'avait rien demandé à personne. Et le stress systématique qui allait avec.
Et la résistance au conseil qui fusait de mon entourage. Fais-le sauter, ce module, tu seras tranquille. Finalement, au bout de 2 ans de galères stressantes pour moi, mon mari, mes enfants et tous mes proches, tout allait bien. Retour à la case départ et dépistage à nouveau tous les 2 ans. Point final. Merci, Pascal. Merci, Pascal. Merci du partage. Alors, on voulait vous demander si vous désirez participer à écrire un texte ou à penser à une histoire qui vous concerne en rapport avec la thématique ou une histoire à laquelle la thématique vous fait penser et vous laisser 5 à 10 minutes à réfléchir et puis ensuite on prendrait 2 ou 3 textes de partage si des personnes veulent partager quelque chose et voilà, si vous êtes d'accord avec cette idée. Donc là, il est 19h05. Et si vous voulez, on se retrouve à 19h15. Et puis, si nous verrons si quelqu'un veut partager une histoire, voilà, comme l'a fait Pascal. Donc là, on a Émilie Esper. On a une qui peut. Donc Émilie, si vous voulez partager votre texte, et peut-être d'autres mains se lèveront. Bah, je peux vous raconter, mais ouais, du coup, c'est pour ça que c'est un peu à contre-pied de ce qu'on dit justement, parce que moi, c'était le cas, moi, je suis interne, donc je n'ai pas encore une expérience grandiose. Et du coup, bon, c'était mon premier semestre donc, au cabinet avec mon prat, et je ne sais plus pourquoi, il m'avait chargé de la mission de vérifier que les femmes étaient à peu près à jour frottis-maman, quoi. Donc, quand je n'oubliais pas une fois sur 2, mais en général, j'essayais en tout cas au début de faire ma petite mission, quoi. Et du coup, c'est tombé sur une dame de 60 ans, je dirais à peu près. Bon, ça fait un moment, donc je ne me rappelle plus exactement, mais une soixantaine d'années, qui était là pour une consultation qui n'avait rien à voir. Hein. Je ne sais plus pourquoi elle était là, mais ça n'avait rien à voir. Et du coup, pleine d'entrain, je remplis ma petite mission en demandant du coup, si elle était à jour mammo frottis. Et puis, il s'avère qu'elle n'était pas du tout à jour, en tout cas pour la mammo. Et du coup, mon prat lui en prescrit une. Et puis, le temps passe. Il y a eu un petit Covid entre les deux, puisque c'était une super période. Et le temps qu'on renvoyait cette dame, c'était bien passé 2-3 mois. Hein. Et elle, du coup, pour le coup, c'était revenu positif. Et du coup, il y a eu une biopsie. Et elle, c'était un vrai cancer. Et dans la foulée, ils l'ont traité c'était en cours de préparation pour traiter par radiochimiothérapie, je crois, et peut-être plus ou moins une opération. Et je ne me rappelle plus après exactement. Et du coup, c'est vrai que je me rappelle que mon prat, à la fin de cette deuxième consultation, m'avait dit, tu vois, elle, quand même, on lui a peut-être sauvé la vie. Ouais, après, j'ai perdu la thème de vue, je ne sais plus ce qui s'est passé par la suite, mais ouais, grosso modo, c'était l'histoire. Merci Émilie de ce partage. Je pense que Cécile va répondre sur ce texte en fait. Oui, alors c'est pas le sujet. Donc c'est pas une fausse alerte, hein, ça. C'est pas. C'est-à-dire qu'elle a fait une mammographie, on lui a trouvé. Bon, alors là où effectivement je m'inscris en faux, c'est quand je trouve que c'est un peu prétentieux de la part du corps médical de dire après on vous a sauvé la vie. En fait, on n'en sait rien du tout. Ce qu'on peut dire, peut-être on vous a sauvé la vie, peut-être on a fait un surdiagnostic, c'est-à-dire peut-être on vous a trouvé une lésion qui ne se serait jamais exprimée. Dans ce cas-là, la mammographie a conduit à une détection et à un traitement inutile. La troisième option,
souvent la plus probable, c'est que les cancers non dépistés, si ce sont des véritables cancers à potentiel évolutif, à un moment donné, ils vont donner un symptôme clinique. Et la femme consulte au moment de son symptôme clinique et on est toujours à temps de traiter et de guérir. Il n'est jamais trop tard pour traiter et pour guérir. Ce qu'on sait, c'est que quand on compare des femmes dépistées et des femmes non dépistées, on voit que le dépistage n'entraîne pas un gain de mortalité significatif et que la survie est exactement la même dans les groupes de femmes dépistées et les groupes de femmes non dépistées. Donc là, on ne pourra jamais savoir. Peut-être qu'on lui a sauvé la vie, que c'est effectivement un cancer qui aurait pris de l'ampleur. Peut-être que non, peut-être que c'est une détection inutile. Peut-être qu'on ne lui a pas sauvé la vie du tout parce que ce cancer, il va quand même donner des métastases ultérieures ou alors son traitement peut donner des conséquences à long terme sur ses coronaires. Ça peut entraîner une cardiopathie radique. Ou alors, effectivement, on n'aurait rien fait et ce cancer aurait évolué et on l'aurait détecté. Donc, vous voyez, après, on peut le faire hein, si la femme est consentante et qu'on lui a bien expliqué les tenants et les aboutissants. Mais en aucun cas, une fois qu'on a trouvé une lésion, on peut s'arroger comme ça le droit de dire aux gens, grâce à moi, on vous a sauvé la vie parce que sinon, votre cancer vous aurait tué. Donc ça, je pense, je ne vais pas trop développer, Jean-Michel, je pense que ça touche un autre sujet, c'est-à-dire le développement cancéreux. Parce que là, ce que vous expliquez, enfin, ce que votre praticien vous a dit, il part d'un principe que toute tumeur non détectée va conduire à un drame, va conduire à abréger la vie de la patiente. Or, on sait que la mécanique du cancer n'est pas aussi automatique. Il y a des cancers qu'on ferait bien de ne jamais découvrir parce qu'ils ne vont jamais impacter la vie des gens et que la plupart des cancers, effectivement 9 sur 10, sont tout à fait guérissables et même non dépistés. Quand on vous dit 9 cancers sur 10 guérissent, effectivement c'est vrai, mais même non dépistés. Donc la conclusion de votre praticien, je la trouve contestable. Mais si ça se trouve, c'est effectivement un véritable cancer qui a été détecté. Donc là, le dépistage a certainement juste anticipé une détection qui peut-être se serait faite cliniquement. Mais ça, on ne le saura jamais, parce qu'une fois qu'on a fait du dépistage, une fois qu'on a vu une anomalie, effectivement, on est obligé d'aller jusqu'au bout et de traiter. Donc c'est une question finale, là, à laquelle on ne peut pas répondre. Mais bon, ça ne rentre pas trop dans le cadre d'une fausse alerte, là, puisque... Mais Cécile, justement, je pense que ça pourrait faire une bonne transition pour repenser à une éventuelle prochaine séance sur le surdiagnostic, puisqu'en fait, ce qu'a dit le praticien, effectivement, ça peut être faux du fait de la possibilité d'autres évolutions des cancers du sein. Et donc, je pense que la transition, éventuellement, ce qu'on peut faire, alors parler du surdiagnostic est une bonne idée. Peut-être faudrait-il avant ou après, je ne sais pas, c'est à toi de voir, expliquer la mécanique du cancer. Que ce n'est pas que l'histoire naturelle qu'on a en tête, que forcément une petite tumeur va devenir une plus grosse, va envahir, va donner des métastases et va conduire à la mort. C'est un schéma faux qu'il faut sauter de la tête et de là on comprendra la notion du diagnostic. Alors on peut faire les deux en même temps, hein, comme on veut. Est-ce que quelqu'un d'autre a... Parce que moi, je voudrais partager un texte aussi, un témoignage, et qui aussi qui amène de l'eau au moulin, justement, de cette discussion, et qui n'est... Parce qu'en fait, ce n'était pas obligatoire de parler de la fausse alerte, en fait. C'était de savoir à quoi ça nous avait fait penser. Hein, donc, D'accord. Voilà. Et si vous êtes... Enfin, si personne n'a de texte, je vais lire mon texte. C'est très court. Donc, je raconte un témoignage vécu, en fait. Donc, ça s'est passé il y a 3 ans. Et donc, c'est une patiente de 80 ans que moi, je suis depuis une vingtaine d'années. Mais depuis quelques années, elle a développé un cancer. Et puis là, elle était à un stade avancé de cancer. Et puis, je ne sais pas comment ça a été possible, mais en tout cas, elle s'est fait prescrire une mammographie de dépistage. Et cette mammographie a retrouvé une tumeur pour laquelle on lui a proposé une petite chirurgie de sa tumeur du sein.
je pense qu'il y avait des cellules. Donc, on lui a proposé une biopsie et une petite chirurgie. Et en fait, je lui ai proposé, dans le stade où elle était de sa maladie cancéreuse, en fait, je lui ai proposé une surveillance échographique et mammographique de sa tumeur. Et en fait, elle est décédée 2 ans après de son cancer. Et la tumeur n'avait jamais bougé sur ces 2 ans. Elle était restée, je crois qu'elle mesurait 3 cm, elle est restée à 3 cm. Et voilà, je voulais ramener ce témoignage qui est justement qui est une autre possibilité. Donc, en tout cas, cette femme à qui on a trouvé un cancer, eh ben, peut-être là que j'ai réduit la toxicité du traitement par une simple surveillance, en fait. Et puis, elle est décédée de son simple cancer, ce qui était attendu. Hein, voilà. Mais elle n'a pas eu de médicalisation, entre guillemets, abusive. Donc, je ne sais pas si tu veux commenter ça aussi, cette observation. Oui, alors on en a beaucoup, hein, des observations un petit peu extraordinaires comme ça, qui nous montrent que finalement le génie du cancer est extrêmement complexe et que on essaye, nous, les médecins, de toujours mettre tout dans des cases, de théoriser. Voilà, un cancer, ça évolue comme ça, l'histoire du cancer, c'est ça. Et puis finalement, en pratique, on se rend compte que c'est bien de moduler nos pratiques, d'être prudent et de faire effectivement en fonction de nos propres expériences et des choix des patients, et que souvent c'est pas aussi les évolutions, c'est pas aussi mécanique comme c'est marqué dans les livres, c'est parfois plus subtil, il faut adapter les choses, et c'est jamais simple. Donc il y a beaucoup de... Oui, je voudrais rajouter que dans l'histoire que j'ai vécue, en fait, donc la patiente, on lui a proposé une chirurgie, et moi j'ai proposé de la surveiller sans chirurgie, c'est-à-dire j'ai donné le choix à la patiente, un choix qui ne lui avait pas été proposé, en fait. Ah oui. Et la patiente a choisi entre les deux options, c'est-à-dire elle aurait pu choisir de se faire opérer, mais elle a choisi de se faire surveiller. Mais elle a eu une information sur la possibilité d'évolution, mais aussi sur la possibilité de non-évolution. Voilà. D'accord. Et c'est ce choix qu'on voudrait mettre en avant, en fait, cette possibilité de choix. Oui, alors là-dessus, l'observation inverse un petit peu, que je crois que j'en ai parlé dans le livre, hein, c'est une dame âgée à laquelle on avait fait qui venait et qui était envoyée par son médecin pour faire des mammographies tous les 2 ans. Et on a changé d'appareillage. Avant, on avait des appareils dits analogiques et on est passé au système numérique. Un système numérique, ça permet de survoir, hein, de voir particulièrement bien, de faire des analyses beaucoup plus fines d'une glande. Et donc, quand elle est venue, cette dame-là, on a trouvé un nodule, effectivement, dans son sein. Et quand on a repris les autres clichés antérieurs, on s'est rendu compte que l'image, elle existait bel et bien, qu'on l'avait un petit peu zappée. Enfin, à un moment donné, elle avait été décrite par un confrère qui disait nodule connu, de longue date, amorphe. Voilà, c'était marqué amorphe. Effectivement, en reprenant des décès, alors vraiment, il y avait un paquet de mammographies, sûr, à l'arrivée à 80 ans. On voyait ce nodule qui était effectivement, qui semblait vraiment pas avoir bougé. On avait baptisé ça vieux fibroadénome. Là, manque de bol, on est passé donc à ce système. On avait des appareils tout neufs. C'est sûrement que ça tombe, et je vois ce nodule, et en l'analysant un petit peu plus finement, on est des imageurs, nous, hein, on est obligé de décrire les images telles qu'on les voit. Je trouvais qu'il y avait des contours un tout petit peu plus spiculés qu'on voyait avant. Alors, je le signale en disant que peut-être ce n'était pas un fibroadénome amorphe, mais compte tenu de l'âge de la patiente et de la stabilité de la lésion, et comme elle avait beaucoup de comorbidités, abstention, on pouvait se contenter d'une simple surveillance, et puis on verra bien, hein, c'est à 80 ans, ça ne va pas flamber. Et j'avais fait vraiment un compte-rendu prudent, manque de bol, bon, ça n'a pas été entendu. Donc souvent,
ça aussi, il faut le fustiger peut-être. C'est qu'on prend plus son temps. On a toujours ce caractère d'urgence. Il faut agir, il faut y aller, il faut opérer très vite. Et donc le lendemain, la dame était renvoyée pour une biopsie. Donc au lieu d'attendre, c'était tout de suite, il faut agir. Bon, on a fait la biopsie. Évidemment, c'était un carcinome qui n'était pas de très haut grade. Elle a été opérée, elle a eu une radiothérapie et elle a fait une embolie pulmonaire. Donc voilà, donc elle a survécu. Hein, mais je veux dire, là maintenant, elle est réellement impactée par des séquelles d'embolie avec une dyspnée qui persiste, etc. Donc ça illustre aussi comment on peut, dans l'urgence, on ne réfléchit pas assez, on ne se pose pas assez. Et là aussi, les slogans, chaque minute compte. Non, chaque minute ne compte pas. Et parfois, il vaut mieux temporiser un peu, bien réfléchir à ce qu'on fait. Mais là, le problème actuellement, c'est que dès qu'on voit une image, image égale sanction, quoi. Tout de suite, D'ailleurs, la classification ACR3, peut-être les médecins généralistes le constateront ou l'ont constaté, c'est une classification de surveillance. C'est-à-dire que le radiologue, il voit une image qui n'est pas forcément inquiétante, mais qui n'était pas là avant, ou qui a un petit peu grossi, qui lui semble pas être un cancer, mais bon, qu'il doit quand même décrire qui est là. Donc avant, on prescrivait un ACR3 qui voulait dire surveillance. La femme serait convoquée dans 4 ou 6 mois et on referait quelques clichés ou une échographie pour voir. Et ça, c'est une classification qu'on peut quasiment plus faire. Parce que d'une part, les femmes ne la supportent pas bien. Je peux la comprendre. Hein. Souvent, les dames, elles me disent oh là là, non, non, je veux tout de suite être sûre. Non, non, on ne va pas surveiller, on ne va pas attendre. Je ne pourrai jamais dormir pendant 6 mois. C'est pas possible. Et donc, cette classification a quasiment disparu. Et souvent, on upgrade, comme je disais tout à l'heure. Souvent, on surinterprète nos comptes rendus en disant bon, ben, on va tout de suite passer en ACR4 pour faire une biopsie et pour aller voir. Et ça aussi, ça participe souvent des fausses alertes et de la surinquiétude et surmédicalisation des femmes. Hein. C'est notre propre attitude, hein, parce qu'on ne supporte plus d'être attentiste. Ben, merci. Stéphanie. Stéphanie qui a demandé la parole. C'était pour faire un témoignage si on a le temps. Bah, vas-y, là on est à 19h30, le témoignage, puis après on fera un questionnaire pour savoir un petit peu ce que les personnes ont retenu de la séance. Bonjour docteur, je viens parce que j'ai besoin d'une pilule du lendemain. C'était à l'époque où il fallait une prescription de médecin pour avoir la pilule du lendemain. Ah, je m'en veux. J'ai complètement oublié que j'avais oublié une pilule, que j'étais plus protégée dans mon cycle. Oh là là, j'ai des sueurs froides d'angoisse tant je redoute la grossesse. Et surtout, je m'en veux. Bon, je vais vous prescrire une pilule de lendemain. C'est rien. Ah oui, mais j'en ai déjà pris une. Ça me met mal. Je fais tellement attention. Je suis tellement rigoureuse, surtout, docteur. Bon, ne vous inquiétez pas. Je profite que vous soyez là pour vous examiner, ok? Bah oui, ok, d'accord. Bon, alors déshabillez-vous. Oh, à la palpation, je sens quelque chose. Ah oui, il y a quelque chose. Oh là là, docteur, je me sens pas bien. J'ai froid. Mais enfin, je voulais juste venir que pour prendre la pilule du lendemain. Ça pourrait être un cancer. Ah oui, tout à fait. Ça serait pas anormal, hein, c'est tout à fait possible. Je tremble physiquement. Écoutez, je vais vous faire une ordonnance pour une mammo, voilà, et puis vous avez votre ordonnance pour la pilule du lendemain. Merci, docteur. Et au fond de moi, en descendant l'escalier, où je peine à descendre, je me dis que je ne retournerai jamais la voir et que je l'ai toujours trouvée bizarre. Voilà. L'effet dissuasif, alors, l'effet dissuasif de l'intervention médicale. Eh bien, c'est bien. Alors, est-ce qu'il y a des réactions avant qu'on vous demande, avant qu'on vous adresse un questionnaire pour vous demander ce que, d'une part,
ce que vous avez retenu de la séance et puis si vous avez des propositions pour la séance la prochaine séance qui sera réalisée le 13 décembre à 18h, lundi 13 décembre. Il s'agit. Voilà. Vous avez participé à cette première rencontre sur le dépistage du cancer du sein. Répondez à une question et posez vos questions pour les prochaines rencontres. Si vous avez appris une chose, quelle est-elle? Si cette première rencontre vous a interpellé et que vous avez une question, elle nous permettra de concevoir les prochaines rencontres. Une fois répondu, vous n'avez plus qu'à soumettre et nous aurons l'occasion certainement de programmer d'autres sessions à partir de vos questions, de votre deuxième question. Et Luigi, est-ce que tu pourrais mettre une adresse où des personnes pourraient nous écrire pour s'il y a d'autres questions qui voudraient être traitées? Alors l'adresse, c'est chez notre ami, l'association de notre amie Cécile Bourg. C'est ce champ-là. Vous pouvez écrire. Je vous envoie aussi dans la zone texte en fait l'adresse de ce lien. Peut-être on peut ajouter aussi que le livre de Cécile, Mamo ou pas Mamo, en fait, a été conçu comme une série de réponses à des questions que se posaient les patientes. Et c'est ça qui nous a donné cette idée, en fait. Et voilà, Luigi a affiché le sommaire, qui sont des questions qui sont traitées dans le livre. Et qui peuvent vous donner des idées, en fait. Et qui seront des questions qu'on traitera peut-être en fonction des questions que vous nous aurez envoyées. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à répondre à vos dernières questions ou à vous remercier et à vous souhaiter une bonne soirée.